Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump promettait de rétablir la puissance américaine, d'imposer sa marque sur le monde et de tourner la page des années Biden. 1 an et demi plus tard, le contraste est saisissant. Sur la scène internationale, aucune des grandes crises n'a trouvé d'issue, ni en Ukraine où la guerre s'enlise, ni au Moyen-Orient où les tensions s'aggravent, ni face à l'Iran où la diplomatie américaine semble au point mort. À l'intérieur des États-Unis, le tableau n'est guère plus reluisant. L'inflation reste élevée, les promesses économiques s'effritent et même les symboles nationaux vacillent. Les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance, censées incarner l'unité et la grandeur américaine, tournent au fiasco. Et comme un symbole presque ironique, les travaux du bassin du Lincoln Memorial sont perturbés par une prolifération d'algues. Ne parlons même pas du projet de la grande salle de bal voulue par Trump qui est à l'arrêt. Bref, l'Amérique est empêtrée jusque dans ses monuments. Alors, comment expliquer cet enchaînement d'échecs de Donald Trump ? Qu'est-ce que ça dit de sa capacité réelle à gouverner, au-delà du spectacle et des slogans ? On en parle aujourd'hui dans cet épisode d'LMDS. Jean-Marie Colombani, Alain Frachon, je vous propose qu'on commence par un petit aperçu de ce qui se passe sur le plan intérieur des États-Unis. À l'heure où ils fêtent les 250 ans de leur indépendance, l'anniversaire est finalement plutôt triste pour Donald Trump. Moi, il y a deux phénomènes qui me marquent dans cette période. D'une part, c'est la façon dont le président Trump a accaparé, s'est approprié tout ce qui concerne le 250e anniversaire. Et donc ces 250 ans, il les tourne en célébration de lui-même. Sauf que ça n'est guère l'objet de cette célébration, parce que parallèlement, qu'est-ce qu'on lit dans la presse américaine aujourd'hui ? On lit des décomptes détail par détail, proprement vertigineux, sur le niveau de corruption introduit par Donald Trump au plus haut niveau de l'État, en chiffrant à la fois le profit qu'il a pu tirer de sa propre élection à travers les bitcoins et toutes les manœuvres diverses et variées où il fait profiter sa famille, y compris son fils, sa famille proche, de toute une série d'avantages qui font que sa cagnotte personnelle s'est agrandie de façon totalement démesurée. On avait un petit exemple de ça, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'était l'escroquerie du pauvre, c'était Berlusconi, pendant tout son temps de passage au gouvernement italien, s'est enrichi. Il s'est enrichi à travers d'ailleurs des accords commerciaux qu'il avait personnels avec Erdogan en Turquie et Poutine en Russie. Mais c'est une autre histoire. Mais nous, ça nous paraissait scandaleux et monstrueux. Non, c'est dérisoire par rapport à ce que Trump a pu engranger comme bénéfice de cette corruption. Donc 250 ans, oui, c'est un âge magnifique pour les institutions et pour l'Amérique quand on pense à d'où elle est partie et ce qu'elle est devenue. Et en même temps, on se dit, c'est quelqu'un qui est au sommet de sa puissance, de la puissance américaine, et qui creuse la tombe, d'une certaine façon, de la démocratie américaine. Alors, c'est bien que c'est un avis qui peut fâcher un certain nombre de cercles, notamment en France, pas seulement en France d'ailleurs, de gens qui considèrent que il est vraiment abusif de maltraiter Trump, de le dénigrer, etc. Sauf que là, les faits parlent d'eux-mêmes et il ne s'agit pas de dénigrer, il s'agit simplement de constater que le bilan de Donald Trump, pour le moment, conduit l'Amérique dans une situation où elle cesse d'être un modèle pour le reste du monde et où elle devient, quelque chose qui porte en elle-même un niveau et un degré de corruption qui est profondément destructeur pour les systèmes démocratiques. Oui, Bloomberg chiffre à 2,2 milliards l'enrichissement personnel du clan Trump dont vous parliez. Et en termes de constat, on peut prendre par exemple, Alain Frachon, la politique économique de Donald Trump, sur laquelle il misait beaucoup lors de sa campagne électorale, en utilisant notamment le motif de l'inflation et du pouvoir d'achat. Force est de constater que ça n'a pas du tout produit les effets annoncés.
Non, ça n'a pas produit les effets annoncés et même, vous pouvez dire aussi que sa principale mesure, c'était lui, toute sa politique économique était là-dedans, ça devait produire assez rapidement un miracle, la réindustrialisation de l'Amérique. À nouveau, l'Amérique allait retrouver pour la classe moyenne non diplômée des emplois bien rémunérés. Enfin, tout un discours sur nous allons redécouvrir et recréer la puissance économique des années 50 grâce à ma politique économique, c'est-à-dire grâce à mes droits de douane. Manque de chance, ça n'a pas marché. La Cour suprême a considéré qu'il n'avait pas le droit constitutionnel de prendre ces droits de douane et donc elle les a annulés. Et vous avez maintenant toute une palanquée de procédures judiciaires, c'est-à-dire d'industriels qui ont acheté à l'étranger soit de la matière première, soit des composants dont ils avaient besoin, sur lesquels ils ont payé des droits de douane et qui réclament le remboursement de ces droits de douane. Alors Trump a dit, je vais me trouver un autre argumentaire, une autre législation d'exception me permettant de mettre les droits de douane. Mais ça, c'est tout ce que le business déplore. C'est pas d'anticipation possible. Ça change tout le temps. Aucune anticipation possible. Comment investir dans ces conditions-là, sauf à Wall Street dans les nouvelles technologies? Alors son instrument de mesure, c'est la bourse. La bourse, elle se porte bien. Elle se porte bien grâce à une sorte de boom des investissements, comme on en a connu au début des années 90 dans Internet, et cette fois-ci, c'est dans l'intelligence artificielle. Bon, ça se passe pas si bien que prévu, notamment pour Musk. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc la bourse se porte bien à cause d'un seul et unique domaine, la haute technologie. Ensuite, la lutte contre l'immigration passait par la suppression du droit du sol. C'est une mesure commune, en général, à tous les mouvements protestataires qui veulent lutter contre l'immigration, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et là, ils voulaient supprimer le droit du sol. Eh ben non, la Cour suprême lui a dit non, le droit du sol, c'est dans la Constitution. Tu n'as pas le droit de supprimer le droit du sol. C'était cette semaine. Donc encore une veste, si vous voulez. Et donc, il accumule ainsi des défaites sur le plan intérieur, et cependant que sur le volet extérieur, c'est pas brillant non plus. Faut dire que ça prend plus longtemps, que c'est compliqué, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, c'est pas plus brillant non plus. Alors, il reste les fêtes du 250e anniversaire. Comme disait Jean-Marie, il en a fait les fêtes de la grandeur de Donald Trump. Résultat, une semaine de festivités prévues sur le Mall à Washington. Le Mall, c'est cette grande prairie, gigantesque prairie, autour de laquelle sont installées les institutions de la démocratie américaine. Le Congrès, la Cour suprême, la Maison-Blanche, naturellement, et d'autres institutions très représentatives de ce que sont ou de ce que veulent être les États-Unis. Eh bien, sur cette grande prairie, il y a en face du mémorial au président Lincoln, qui est un mémorial, si vous voulez, de style renouveau hellénique, un bâtiment, un temple à colonnes. En face, il y a une grande pièce d'eau qui reflète le temple. Et Trump a dit, oui, ça reflète, mais ça reflète mal. Donc moi, je voudrais que le fond de cette pièce d'eau soit de la couleur du bleu du drapeau américain. Donc travaux, on vide la pièce d'eau. Un entrepreneur empoche ce contrat, comme par hasard, comme racontait tout à l'heure Jean-Marie, un ami du président, c'est celui qui a creusé sa piscine. Et c'est tout ce qu'il sait faire, creuser des piscines. Et là, visiblement, il n'a pas réussi son coup. Tout d'un coup, après avoir installé une sorte de toile cirée bleue au fond de cette gigantesque pièce d'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait des algues, des pollutions, etc. Enfin, que les travaux avaient été complètement foirés par cet entrepreneur, qui est un des donateurs, naturellement, un des principaux donateurs de Trump, et qui est aussi son ami sur son golf en Floride. Ça, c'est typique de l'administration Trump. Et vous cherchiez des explications. Pourquoi tant d'échecs? Mais l'histoire de la piscine, l'histoire de cette pièce d'eau du Lincoln Memorial, raconte toute l'administration Trump. Cette administration a perdu en compétences de façon massive. On n'arrive pas à se représenter ce que c'est, si vous voulez. C'est comme si nous, dans la plus haute administration et dans les postes ministériels, nous n'acceptions que des amis ou des parents ou des proches ou des contributeurs de celui qui a remporté l'élection présidentielle, et peu importe qu'ils aient arrêté leurs études au certificat ou au BEPC. La qualité qui compte, c'est la loyauté absolue. Vous détruisez un gouvernement, vous détruisez une administration, vous épuisez les compétences. Et cette administration, elle porte cette marque.
de l'absence de compétences. En général, quand on fête comme ça la fête nationale, le 4 juillet, ou le 3 juillet, ou le 2 juillet, tous ces premiers jours de juillet, tout le gouvernement est à Washington. Mais là, on assiste à quoi? Le vice-président, il est en tournée publicitaire pour un livre qu'il vient d'écrire, « Comment je suis devenu catholique ». Voilà où il est en ce moment. On le cherchait à Washington. C'est typique de l'administration. Si vous voulez, la fidélité, la loyauté passe avant la compétence. Alors, en plus, la façon dont Trump a voulu s'attribuer cet anniversaire fait que la plupart des artistes qu'il a sollicités ont dit non. Et fait que vous avez ces images extraordinaires à la télévision où Trump se dit « Bon, les artistes ne veulent pas venir, moi j'y vais ». Lui, l'artiste en chef de la communication. Il y va. Les télévisions filment. C'est la nuit. Il dit quelques mots. Pour une fois, c'est un discours qui n'est pas trop long. Il dit quelques mots, si vous voulez, et les gens s'en vont. Et vous avez ce spectacle à la télévision. Là encore, on assiste à un flop. Il est souvent de bon ton, parmi les journalistes, parmi nous, les journalistes, de faire très attention à être un peu original, à ne pas suivre la ligne générale et à s'accorder comme ça une place qui serait une place privilégiée qui refuse d'aller avec tout le monde. Mais il ne s'agit pas de ça aux États-Unis. Même Fox News, des journaux comme le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a fait un éditorial appelant à voter Trump. Le matraque tous les jours pour son incompétence, pour les droits de douane, pour la corruption. Aussi fort que le New York Times. Vous ne pouvez pas citer le Wall Street Journal comme étant un journal systématiquement anti-républicain. Non. Et donc, vous avez en ce moment une sorte d'unanimité de la presse pour dénoncer ce qui se passe à Washington. Ce n'est pas que tous les journalistes sont moutonniers. C'est qu'ils font les comptes, ils tiennent les comptes. Bloomberg, c'est quand même une agence réputée pour son sérieux économique. Bloomberg a fait les comptes et aboutit aux chiffres que vous citiez tout à l'heure dans cette conversation. Et voilà les comptes. Un cercle de sycophantes, enfin sycophante est un anglicisme d'ailleurs, un cercle de lèche-bottes incompétents autour d'un homme dont le narcissisme a éclipsé l'intelligence politique. Donc ça veut dire que Donald Trump est affaibli politiquement, y compris dans son propre camp, que sa courbe d'opinion favorable est basse. Est-ce qu'il conserve quand même une base suffisamment solide pour résister ? Ça, on verra au moment des élections intermédiaires, qui approchent d'ailleurs, et qui probablement donneront une défaite des Républicains, une victoire des candidats démocrates là où ils sont bien placés, mais avec l'incertitude qui pèse sur le Sénat, parce qu'autant on considère que la Chambre des représentants changera de majorité, autant on considère que changer la majorité au Sénat, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué à cause du système américain. Là encore, ça a été précédé de polémiques et de manœuvres de toutes sortes pour influencer le vote avant qu'il n'ait lieu, c'est-à-dire priver un certain nombre de comtés à dominante black ou à dominante latino, etc., amoindrir le corps électoral de façon à garantir au Parti républicain un certain nombre de places. Là, il y a eu des manœuvres de toutes sortes qui ont fait craindre que le scrutin ne soit soupçonnable à cause de ces manipulations diverses et variées qui sont, il est vrai, dans la tradition américaine, parce que ça existe à peu près à chaque fois qu'il y a un renouvellement, mais en même temps, là, ça prenait une tournure un petit peu différente, compte tenu du fait que Trump n'hésite jamais à mettre en cause un scrutin ou à mettre en cause un résultat quand ce résultat ne lui est pas favorable. Il y a cette crainte-là aussi. Alors, ce qui est dans les reproches qui sont faits aux observateurs notamment, il y a aussi l'idée que de cette destruction du système démocratique par Donald Trump en disant mais non, regardez, en fait les contre-pouvoirs s'exercent, les contre-pouvoirs existent. C'est vrai, la Cour suprême a fini par prendre des décisions qui sont en effet des limites posées à Donald Trump, alors que lui-même considérait qu'il pouvait agir sans limite. La presse aussi aujourd'hui est peut-être considérée comme un des éléments de ce rééquilibrage qui fait qu'on ne peut pas désespérer de l'Amérique. Néanmoins, je pense que les dégâts sont quand même assez profonds et ils illustrent tellement bien ce que les pères fondateurs, ceux qui ont écrit les constitutions américaines, voulaient éviter, c'est-à-dire le retour ou l'installation aux États-Unis, dans les nouveaux États-Unis, d'une monarchie et d'une monarchie avec tous les défauts de la monarchie et de la tyrannie, donc il s'agissait d'éviter. Et Trump est en train de réinstaller tous les paramètres
de ce qui était l'ancien régime et de ce que les pères fondateurs, justement, ont voulu écarter comme destin pour les États-Unis. Donc c'est quand même ce constat-là, à mon avis, qui prime tout le reste. Alors après, quelles sont les chances de modification en profondeur du paysage? Je ne sais pas, parce que si on prend par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne, qui a été à un moment submergée par une vague populiste qui a pris le nom de Brexit. Et ça a provoqué la plus grande victoire travailliste dans l'histoire moderne, une victoire écrasante des travaillistes. Pour autant, les Britanniques ne sont pas débarrassés du péril populiste ou national-populiste, puisque le Parti national-populiste renaît malgré tout de ses cendres et est aujourd'hui en situation de menacer le système britannique qui est en principe organisé autour de l'alternance entre la gauche et la droite, les travaillistes et les conservateurs. Et voilà que les conservateurs aujourd'hui sont très malmenés au point de craindre leur propre disparition par le parti d'extrême droite qui est vraiment le résultat issu de la démarche du Brexit. Donc, est-ce qu'il peut se produire aux États-Unis un choc en retour qui commence par les élections de mi-mandat et qui inflige au Parti républicain une défaite qui oblige le Parti républicain à s'amender et qui remet en avant le Parti démocrate? Je ne sais pas, rien n'est moins sûr, parce que on est quand même pris aujourd'hui dans un grand courant national-populiste qui frappe un peu partout et qui d'ailleurs a des implications jusque en Europe, puisque en Europe, ces partis-là sont soutenus, y compris par Donald Trump et par les gens qui, autour de lui, sont des idéologues et veulent favoriser la victoire des extrêmes droites, un petit peu partout en Europe. En témoignent d'ailleurs les relations qui avaient, le sort qui était réservé aux États-Unis à Viktor Orban, ainsi de suite, et qui montraient bien de quel côté il fallait regarder. Donc on est quand même dans une situation où on voit venir quand même une défaite pour les troupes de Donald Trump, mais je ne sais pas quelle sera l'étape suivante. Est-ce que ce sera la promesse d'une réhabilitation du rêve américain, ou est-ce que ce sera à l'inverse une nouvelle étape dans un chaos qui met à mal la première puissance au monde? Et oui, parce que si on pouvait encore se dire que cela était circonscrit au plan intérieur des États-Unis avec un peu de mauvais esprit, voire d'anti-américanisme primaire, on pourrait dire les Américains ont voulu Donald Trump et voilà, ils ont ce qu'ils méritent et tant pis pour eux. Sauf qu'on parle des États-Unis qui a évidemment un rôle majeur sur la scène internationale et que là aussi, à l'international, le bilan est catastrophique. Et Donald Trump, qui se présentait comme un deal maker capable de résoudre des grandes crises internationales, n'a absolument pas démontré ses capacités à le faire. Et je le disais en introduction, de l'Ukraine au Moyen-Orient en passant par l'Iran, le président américain montre aujourd'hui son inaptitude, son impuissance à résoudre les crises, Alain Frachon. Et vous pouvez ajouter à cela au fait qu'il y a toujours l'occupation de Gaza, la moitié au moins de l'occupation de Gaza par l'armée israélienne, que le célèbre plan de paix qu'il avait mis sur la table et pour lequel il avait convoqué tous les dirigeants de la planète en Égypte n'est toujours pas appliqué, et que donc les malheureux Gazaouis, 2 200 000 personnes au bas mot, vous imaginez le temps qu'il fait en ce moment là-bas, sont sous la tente et dans conditions humanitaires épouvantables. Cependant que rien n'est réglé non plus du côté de la Cisjordanie, où il y a une offensive en règle, appuyée par l'armée la plupart du temps, pour accroître, en dépit des accords et des traités signés par Israël, pour accroître l'occupation de la Cisjordanie. Pas mieux avec le Liban, où il y a eu pour la première fois un accord entre Beyrouth et Washington pour essayer de stabiliser la situation. Mais enfin, elle est loin d'être stabilisée. 1 million de Libanais ont dû quitter leur foyer. Et la bataille contre le Hezbollah court toujours. L'armée israélienne estime qu'elle n'a pas fini le travail contre le Hezbollah, de même qu'elle n'a pas fini le travail contre le Hamas à Gaza. Quant à la négociation sur l'Iran, bon, elle commence, je ne dirais pas qu'elle est au point mort, mais en ce moment, elle tourne sur quoi? Elle tourne sur Hormuz. Et elle tourne sur comment empêcher les Iraniens, au bout de 2 mois de cessez-le-feu, ça c'est les termes de l'accord, de vouloir mettre des droits de douane et de se servir d'Hormuz et des droits de douane comme d'un levier dans la conversation et dans la négociation sur le nucléaire, sur les manières de contrôler le programme nucléaire. 3 petites remarques rapides sur l'intérieur pour revenir à l'intérieur. Attention, 3 garde-fous si vous voulez pour nous autres journalistes. Ne pas se fier à la presse. Pourquoi ?
Parce que la presse ne fait plus l'opinion aux États-Unis. Pas plus les grands journaux que les télévisions, Fox News ou les autres. 75% des Américains s'informent à partir des réseaux sociaux sur lesquels ils ne reçoivent et ils ne sélectionnent que des informations qui confirment leurs opinions politiques. C'est ça le paysage médiatique. Et donc c'est pas parce que la presse, de Wall Street Journal au New York Times, de Fox News à CBS, condamne ce qui est en train de se passer à Washington sous Donald Trump, que ça a une influence telle, comme c'était le cas dans les années 70, lorsqu'un président américain a été obligé de démissionner. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Donc, premièrement, attention. Deuxièmement, le Congrès, parmi les institutions de la démocratie américaine, est celle qui dispose, si je puis dire, j'allais dire bénéficie, mais dispose du plus bas taux de crédit dans l'opinion américaine, 15%. Seuls 15% des Américains considèrent que le Congrès fait son métier. Le président, lui, il est à 35-38%, ce qui est très bas pour un président. Ce sont les scores de Joe Biden. Donc, vous voyez ça, des petites remarques comme ça. Pour qui vote-t-on ? On vote pour l'ensemble de la Chambre des députés. Le mandat d'un député aux États-Unis, c'est 2 ans, ce qui fait qu'ils sont constamment en campagne, notamment pour trouver des financements. C'est 2 ans. On renouvelle les 435 sièges de la Chambre des représentants, celle qui a la haute main sur le budget, qui représente les Américains. Et on renouvelle 1/3 du Sénat, qui représente les États de l'Union américaine, à peu près 30 sénateurs. Prenons la Chambre des représentants, qui nous intéresse, puisqu'il est à peu près certain, comme c'est la coutume, que l'opposition au parti de la Maison-Blanche emporte la Chambre des représentants. Il n'y a que 35 à 40 circonscriptions sur lesquelles il peut y avoir un changement de couleur. C'est-à-dire qu'un républicain peut être battu ou un démocrate peut être battu. Dans toutes les autres, les circonscriptions ont été taillées, définies, circonscrites, si je puis dire, de façon à ce qu'elles soient totalement homogènes. Et donc, il y a une immense stabilité de la représentation électorale des Américains. J'allais dire pas du corps électoral, mais de la représentation électorale des Américains. Donc, ne vous attendez pas à un raz-de-marée à la Chambre des représentants. La moyenne, c'est 20 sièges changent. Ça sera déjà beau. Car dans l'opinion, en ce moment, le Parti démocrate n'est pas populaire. Il n'est pas populaire. Les démocrates sont donnés à juste, si on prend les démocrates, les gens qui vont voter, les gens qui vont voter et qui vont voter démocrates sont simplement 4% supérieurs à ceux qui vont voter républicains. Aujourd'hui, ce qui est très faible, ce qui est infime. Et donc, ne vous attendez pas à un raz-de-marée démocrate à la Chambre des représentants. Donc, l'impopularité de Donald Trump ne se reporte pas pour autant sur le Parti démocrate. On est dans un système où c'est les appareils des partis qui sélectionnent les élus et non pas les électeurs. Et donc, on est dans un système très curieux. Ajoutez à cela que, en ce moment, lorsqu'il y a des primaires démocrates, vous prenez une circonscription, l'élu est un démocrate, il y a des primaires, donc lui-même, il entre en compétition avec d'autres impétrants démocrates. Ajoutez à cela que dans très nombreuses primaires, dans de relativement nombreuses primaires démocrates, des gens qui sont en place sont battus par l'aile gauche du Parti démocrate, qui est beaucoup plus à gauche que l'opinion américaine. Et donc, vous avez une sorte de dérive vers la gauche du Parti démocrate qui ne facilite pas sa bataille contre Donald Trump parce que les électeurs sont pas prêts à les suivre là-dessus. Donc, vous avez un ensemble de considérations qui font que il faut plutôt tabler sur une légère victoire démocrate à la Chambre, probablement une stabilité, peut-être une toute petite victoire démocrate au Sénat, mais pas un raz-de-marée. Jean-Marie Colombani, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que on vit d'espoir. Et donc, on attendra malgré tout, avec espoir, ces élections intermédiaires, parce qu'elles peuvent quand même changer la donne, en tout cas, montrer au reste du monde que voilà, le film n'est pas fini et que Trump n'aura pas fini d'emprisonner le système à son bénéfice. Nous verrons ça à l'automne prochain, donc, et on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un dernier numéro d'LMDS de la saison. Merci à tous les deux. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.